Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour un nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème, un thème intéressant. Voilà, on va parler du Green Dilemma, tout simplement l'expérience produit comme moyen de mettre en place une stratégie RSE dans le commerce digital. Alors là, nous allons parler de la capacité de deux marques, Akeneo et Capgemini, à accompagner les marques et distributeurs afin qu'ils communiquent mieux et davantage sur une expérience client en lien avec le développement durable. On va vous expliquer ça plus en détail. Voilà, avec nos deux intervenants que je vais vous présenter tout de suite. On va commencer à ma droite, Nuno Mendes, e-business et marketing stratégie chez Capgemini. Bienvenue à toi, Nuno. Merci, enchanté. Et en face de toi, pour qu'on discute de tout ça, c'est donc Tanguy Meriadec, VP Sales West Europe chez Akeneo. Bienvenue à toi, Tanguy. Merci Dimitri, bonjour. Eh bien, écoutez, comme je le disais, un sujet, quand je disais un peu lourd, c'est-à-dire un peu lourd dans le texte, mais c'est vous qui allez le détailler et m'expliquer à moi et à ceux qui regardent notamment à quoi ça correspond. Déjà, je vais vous laisser vous présenter. Nuno, est-ce que tu peux commencer voilà, j'ai parlé de ton poste, mais dis-nous, ça fait combien de temps que tu travailles notamment pour Capgemini? Évidemment, Capgemini est connu, mais tu peux nous présenter aussi la boîte, etc., etc. On t'écoute. Alors, moi, je suis arrivé chez Capgemini au mois de septembre et j'ai la chance de pouvoir travailler avec pas mal de clients sur, alors, principalement des projets informatiques. Capgemini est connu pour ça. Par contre, on va de plus en plus accompagner nos clients justement en amont de leurs projets pour essayer de les aiguiller, les accompagner, les conseiller. Et également après la mise en place des projets pour, là en l'occurrence, moi, c'est un peu mon domaine, les aider à atteindre les objectifs de performance qui se sont fixés. Et justement, le sujet sustainability dont on va parler beaucoup aujourd'hui est de plus en plus présent dans les attentes de nos clients. Donc voilà, on travaille énormément et notamment avec Akeneo. Et donc voilà, en quelques mots, tout simplement, c'est un peu notre quotidien aujourd'hui et c'est pas juste un sujet qu'on va évoquer, c'est une vraie réalité de notre quotidien et une vraie attente de nos clients, la sustainability. Ravi d'en parler. Ça fait un petit peu moins d'un an que tu es chez Capgemini. Exactement. Mais ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le digital et c'est un sujet qui a toujours été latent, qu'on ne voulait pas affronter parce que voilà, il n'y avait pas réellement de chiffres. Mais effectivement, le fait de se dire on n'envoie plus de papier, on envoie de l'email, c'est beaucoup plus green, finalement on se rend compte que c'est pas si évident que ça et aujourd'hui on a des chiffres à l'appui qui nous permettent de dire que c'est pas si simple et donc du coup on doit adapter aussi les stratégies qu'on emploie avec nos clients, mais c'est un sujet assez récurrent. Ouais. Tu auras quelques chiffres à nous donner durant l'émission? Pas de chiffres très précis, parce que la grande difficulté, c'est de mesurer tout ça, effectivement. Mais on en trouve assez facilement sur le digital. Et voilà, il suffit d'aller sur Google pour trouver pas mal de références. Moi, je ne prendrai pas le rôle, la responsabilité de les noter ici. On sait de toute manière qu'il y a une vraie prise de conscience qui est importante. Et voilà, on se fait aussi également aider de la part de nos partenaires pour pouvoir mesurer ces impacts en termes de CO2, par exemple. Alors, du côté de Tanguy, toi, ça fait plus de 8 ans, c'est ça que tu disais? Ouais, tu me disais en off que tu travailles pour Akeneo. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est Akeneo pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, bien sûr. Alors, Akeneo, on est notre motto, on est la société de l'expérience produit. L'expérience produit, c'est quoi? C'est toi et moi, quand on se connecte sur un site e-commerce, c'est l'expérience que l'on a en tant que client ou prospect d'une plateforme e-commerce du produit qui nous est présenté. Nous, on va accompagner des distributeurs, des marques dans leur capacité à reproduire cette expérience produit, notamment dans le digital, qui est un challenge assez fort, parce qu'on multiplie énormément les points de contact pour les clients, que ce soit sur les canaux sociaux, sur Instagram ou sur un site e-commerce en propre. Et donc ça constitue une certaine complexité et on est un des leaders de ce marché-là. Ça fait effectivement 8 ans que je suis chez Akeneo. J'ai eu le plaisir d'accompagner Akeneo dans son expansion à l'international. Et aujourd'hui, j'occupe le périmètre West Europe, donc ce qu'on appelle l'animation du go-to-market chez Akeneo. Voilà. Bon, on a de la chance de t'avoir avec nous puisque tu voyages pas mal, c'est un peu ça. Ouais, effectivement, c'est un rôle qui implique d'être très présent auprès des prospects, des clients, de comprendre les marchés qui sont très différents selon qu'on soit en France, en Italie ou dans le nord de l'Europe. Les attentes consommateurs sont très différentes. La maturité de ces marchés-là est extrêmement différente, même si on est en Europe. Donc c'est ça qui est très intéressant dans mon job. Ouais. Et effectivement, pour des sites e-commerce, par exemple, qui utiliseraient vos solutions, suivant qu'elles s'adressent d'un pays à un autre, c'est pas la même chose. Voilà, on adapte ça.
Ouais, effectivement, parce que Parce que ça joue, voilà. Ouais, si ça joue. Ouais, ça joue beaucoup parce que l'expérience client attendue, elle est très différente. Le niveau de maturité de l'engagement client et du e-commerce, selon qu'on soit en UK, en France ou en Italie, est très différent. On cite très souvent l'exemple en UK de l'expérience d'achat qui, à 80%, voire 85% maintenant, est sur le mobile en UK, là où en Italie, l'achat e-commerce reste fait via un ordinateur. Donc ça implique énormément d'exigences différentes quand on doit préparer une expérience produit, qu'elle soit prête et mobile friendly, comme on dit dans nos métiers. Donc, voilà, désolé pour les anglicismes. Bon, il y en aura beaucoup, a priori, mais bon, je suis là pour faire la traduction. Également des différences culturelles. Moi qui ai travaillé dans la VPC il y a quelques années, effectivement, si on prend l'exemple de l'Allemagne, il y a des approches culturelles où en Allemagne, la culture était de se dire j'ai un doute sur ma taille, je vais prendre la taille au-dessus, la taille en dessous, et puis la taille en elle-même, je vais tout me faire livrer et je renverrai ceux qui me conviennent pas. D'accord. Et ça, c'était gratuit. Et en France, quand je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand le e-commerce s'est développé, ce sujet-là est devenu une vraie problématique parce que les coûts logistiques, la logistique en France n'était pas du tout la même. Et donc, on devait payer chacun des articles et ça coûtait de se le faire rembourser. Typiquement, la gestion des retours a un impact direct sur l'écologie, parce que si on fait faire 50 allers-retours au produit, et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille justement avec Akeneo en conseillant nos clients sur quelle est l'information justement qu'on doit délivrer pour être sûr de trouver la bonne taille sans devoir commander 3 quarts d'articles. Donc ça, c'est une différence culturelle historique qu'il y a entre l'Allemagne et la France, et on va en trouver plein d'autres. Donc il faut s'adapter effectivement à chacun de nos marchés, et ce qui est assez intéressant, c'est que nos clients sont rarement sur un pays et nous demandent de prévoir et d'anticiper des projets qui vont adresser tous les pays. Et donc il faut tenir compte de toutes ces spécificités. Sur les taux de retour, justement, alors c'est un des thèmes, je pense qu'on rentre dans le sujet concret de en quoi une solution d'expérience produit peut aider des acteurs, des marques, des distributeurs à justement aller dans cette démarche de plus grande sustainability, développement durable, etc. Le taux de retour est un élément qui impacte très fortement non seulement la marge des entreprises pour qui on travaille, mais aussi effectivement a un impact environnemental énorme. Le fait de bien gérer une expérience produit, l'information nécessaire pour une prise de décision en conscience du consommateur, nous, les chiffres, tu nous demandais des chiffres, oui, si vous en aviez 30% des retours, du total des retours faits par les marques, peut être diminué par le fait de bien gérer une bonne information produit et de la mettre à disposition des prospects, des clients. C'est-à-dire que si demain je suis sûr de la taille, je suis sûr que la couleur que j'achète va bien avec mon ensemble, c'est effectivement le produit, l'expérience que j'ai du produit en ligne ou ces différents canaux de distribution est pertinent et ce que je veux in fine, mathématiquement, ça va impacter un taux de retour beaucoup plus faible. Voilà. Donc, on estime que 30% des retours, c'est le benchmark que nous donnent tous nos clients quand ils implémentent des solutions avec Cap. C'est ça, c'est à peu près... Ils réduisent de 30% les taux de retour grâce à des solutions comme Akeneo. Alors, je refais juste un petit rétro-pédalage pour savoir d'abord comment vos deux marques se sont rencontrées, depuis quand la collaboration existe. Alors, toi, tu es arrivé un petit peu plus tard. J'imagine que ça a été fait avant. Sûrement. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler, Tanguy ? Ouais, alors Akeneo, pour la petite histoire, on a été une start-up, on est maintenant considéré comme une scale-up. Bon, c'est Comment tu décris ça, une scale-up ? Voilà, une scale-up, c'est la phase d'hypercroissance d'une entreprise qui a prouvé sa valeur sur le marché, donc qui est plus en phase de trouver son marché. On est aujourd'hui considéré comme un des leaders de ce marché-là et on est en phase d'hypercroissance dans ce contexte-là. C'est à peu près 500 collaborateurs à Akeneo, donc on n'est plus un petit acteur qui cherche à trouver son marché, on y est, et on a encore des enjeux de croissance par ce biais-là. Alors, on est très fiers de travailler avec des acteurs comme Capgemini, parce que ça représente une reconnaissance aussi sur le marché. Moi, quand j'ai démarré il y a 8 ans, on cherchait beaucoup à travailler avec Capgemini, ce qui nous donne une crédibilité vis-à-vis d'acteurs majeurs, de clients majeurs qui travaille naturellement avec des acteurs comme Capgemini, ce qui nous permet d'accéder à des projets plus complexes que ce qu'on a pu faire par le passé. Donc je pense que ça fait 5-6 ans qu'on travaille avec Capgemini sur un historique de 10 ans, ça nous donne à peu près l'ordre d'idée. Donc on a démarré par des acteurs plutôt early adopters, comme on dit dans ce marché-là, et puis aujourd'hui on travaille avec des acteurs majeurs du marché dont Cap, et on travaille avec les grands acteurs du luxe français, qu'on peut malheureusement pas toujours citer. Sauf si on cite d'autres marques à côté, voilà. C'est toujours là. Mais en gros, voilà, c'est avec ces acteurs-là qu'on travaille avec Capgemini. Ouais.
Ok. Et pour un acteur comme Complètement. Capgemini, important effectivement de bien pouvoir compter sur ses partenaires, puisque quand je parlais de conseils tout à l'heure en amont des projets sur lesquels les clients nous interrogent de plus en plus, typiquement sur ce projet, alors on va le nommer parce que je pense qu'on ne l'a pas nommé encore, c'est une solution PIM à Keneo. On appelle ça un PIM, Product Information Manager. Voilà, comme ça on aura donné le terme, on va Ça y l'oublier est, rapidement. le terme est lancé. Le terme est lancé. Notez-le bien. Il y a plusieurs solutions PIM sur le marché et souvent nos clients qui ont une problématique autour du produit, de la base de données produit, nous demandent conseil sur la meilleure solution marché. On se doit d'être le plus pragmatique et le plus objectif possible, donc on va pas pousser telle ou telle solution d'emblée, même si on a l'habitude de travailler avec Akeneo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien étudier leurs besoins pour s'assurer justement dans la panoplie de solutions qui existent sur le marché, quelle est la plus adaptée. J'ai envie de dire 9 fois sur 10, si c'est pas plus, c'est Akeneo qui remonte. Mais ce qui est important, c'est qu'on est un peu garant, on va dire, de la recommandation qu'on va faire de cette solution auprès de nos clients et pas de déception jusque maintenant. Donc c'est aussi pour ça que c'est un partenariat fort, c'est-à-dire qu'effectivement nous on vient apporter la crédibilité puisqu'on a un retour d'expérience avec beaucoup de projets, j'ai pas le nombre en tête, mais énormément de projets et sur des problématiques très différentes parce que c'est pas la même chose de vendre du prêt-à-porter que de vendre des pièces mécaniques. Et donc voilà, on est convaincu par la bonne approche Akeneo. Il nous arrive de ne pas pousser Akeneo quand c'est pas adapté. Enfin voilà, on est force de proposition, mais en tout cas, la force d'Akeneo, c'est de donner finalement des outils au-delà des services informatiques de nos clients, c'est de donner des outils aux équipes métiers de nos clients, les directions marketing, etc., pour pouvoir continuellement enrichir la donnée produit et on en parlait tout à l'heure, un des exemples, réduire le taux de retour, justement en donnant le maximum d'informations. Donc plutôt très convaincu par la solution. Très bien, on va revenir sur le sujet, donc le Green Dilemma. Voilà, comment on peut le décrire, même si vous avez commencé déjà à en parler, comment on peut décrire ça? Voilà, vous l'avez introduit tout à l'heure avec par exemple des taux de retour, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais, alors on aime bien parler de Green Dilemma parce que on va donner des exemples concrets. Aujourd'hui, la génération qui a 18, 20, 22 ans, elle est à la fois très sensible aux aspects de développement durable et elle exige ça des marques. Et on définira 3-4 pistes concrètes sur comment notre solution avec l'accompagnement de Capgemini permet de mettre en place ces projets concrets. Et en même temps, fait la queue pour aller acheter des produits chez Shine, surconsomme dans le fast fashion, etc. Donc c'est comment réconcilier finalement ce dilemme auquel est confrontée la génération actuelle, qui est très demandeuse et beaucoup plus que les générations précédentes, et néanmoins, et en même temps, dans la surconsommation. Donc on a plusieurs axes et on va les développer aujourd'hui. Voilà. Commençons justement. Vous voulez commencer par quoi? Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent justement? Peut-être un commentaire d'introduction qui est... Ce qui est important, c'est en tout cas, c'est notre mantra chez Capgemini, c'est de penser sustainability de façon globale et transverse. Et au début, il y a quelques années, tu te souviens, on parlait de Green IT. C'est-à-dire qu'on limitait finalement, dans des projets d'envergure comme celle qu'on est amené à travailler chez Capgemini, on limitait, on va dire, la gestion de l'impact négatif sustainability sur l'IT pur, simplement, on va dire, les lignes de code et le développement. On se rend bien compte que oui, c'est efficace, mais pas suffisant. Et c'est-à-dire que c'est bien sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Je prends un exemple très très concret. Avant de parler site e-commerce et fonctionnalités détaillées du site e-commerce, on va plutôt avoir tendance à imaginer le parcours du client final, de l'utilisateur final, pour pouvoir ensuite se dire ok, de quoi il a besoin à chacune des étapes de sa maturation de l'achat. Et typiquement, dans ces parcours-là, on va venir challenger nos propres clients en leur disant, typiquement, la livraison. Est-ce qu'il n'est pas possible de pousser la sustainability et de montrer, on va dire, votre volonté d'améliorer les choses en allant jusqu'à proposer des modes de livraison alternatifs ? Là, on n'est pas du tout dans du développement, on n'est pas du tout, on n'est pas sur de l'impact, on va dire carbone lié à nos développements informatiques, mais on est bien à ce que l'expérience va pouvoir générer en termes de sustainability ou pas. Donc ça, c'est le premier point, c'est avoir cette approche globale. Et ensuite, dans chacun des domaines, on va faire en sorte effectivement d'améliorer la sustainability. On va aujourd'hui beaucoup parler produits, parce qu'on est là pour ça, pour Akeneo, mais typiquement, il y a de plus en plus de tendances qui est de dire sur le site web, plutôt que de présenter des vidéos et des images en HD dans tous les sens, qui consomment énormément d'énergie et de données, est-ce qu'on ne va pas aller vers un peu plus de sobriété? Donc on va aussi conseiller à nos clients d'avoir des écrans peut-être un peu plus sobres, de ne pas déclencher les vidéos par défaut, mais d'attendre qu'il y ait un clic pour que la page soit la moins consommatrice d'énergie. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et je vais te laisser la parole du coup sur la partie purement produit, parce qu'effectivement elle est clé. Quand je suis en tant que client, je cherche un produit et je me retrouve face à 2 fiches produits, qu'est-ce qui va faire que je vais choisir la bonne fiche produit pour ne pas devoir faire un retour dont on parlait tout à l'heure?
à l'heure. Ouais, effectivement. Alors, la base, je dirais que c'est d'être en capacité pour une marque de véhiculer en fait l'information liée au développement durable, à la façon dont sont sourcés les produits. Et là, on a beaucoup de clients, Sandro, Mage, Claudie Pierlot, qui est un grand groupe du fashion français qu'on a le plaisir d'accompagner, qui vont très loin dans leur façon de communiquer, la façon dont ils sourcent les produits, les composants qui composent un vêtement, où est-ce qu'il a été produit, où est-ce qu'il a ensuite été envoyé pour finaliser sa production, l'impact carbone que ça nécessite. Donc on va très très loin dans la transparence que l'on donne au client sur le produit que vous achetez, voilà toutes les étapes par lesquelles il est passé, voilà les usines dans lesquelles il est passé, voilà les informations liées à ces usines. On peut aller jusqu'à communiquer sur l'impact social, sur l'aspect comment on gère finalement la politique d'emploi, sociale dans ces usines-là, etc., etc. Donc on va très loin dans le niveau de transparence et dans le fait de véhiculer une image de marque qui est en lien avec la stratégie qu'on s'est définie sur le développement durable. Donc ça, c'est le premier élément, et nos solutions sont là pour s'assurer que l'ensemble des produits respectent les exigences qu'on s'est définies, la stratégie de transparence qu'on a définie. C'est le premier élément. Le deuxième, je dirais que c'est, par exemple, un autre exemple lié à Isabelle Marant, qui a investi beaucoup dans le seconde main. Au lieu de laisser partir le stream business du seconde main vers des acteurs comme Vinted, en tant que marque, vous êtes en capacité de vous réapproprier ce flux business, et ça nécessite de se réapproprier l'information produit, de bien sûr la proposer comme alternative sur un site e-commerce. Et tout ça nécessite de bien gérer une expérience produit, de bien gérer une stratégie de communication. J'ai un flux première main, j'ai un flux deuxième main, et tout ça est un nouveau métier pour les acteurs de marque qui n'étaient pas prêts à adresser cet aspect seconde main jusqu'à présent. Donc là, la marque que tu citais propose une seconde main sur sa propre marque, c'est ça que... Exactement, voilà, comme alternative ou comme complément à un produit que vous achetez. Voilà. Et vous pensez que ça se développera de plus en plus, ça ? C'est sûr, ça se développe, c'est une vraie tendance de fond et qui soulève beaucoup de questions. Typiquement, quand j'achète un sac haute couture de luxe, comment être sûr que c'est un vrai, que c'est pas une contrefaçon ? Donc se pose la question de la certification. La certification, c'est une information finalement qu'on peut informatiser et stocker quelque part. Typiquement, Akeneo va servir entre autres au stockage de cette donnée-là. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a les NFT qui se développent, c'est-à-dire finalement l'avatarisation des objets. J'achète mon sac de luxe et je peux acheter le NFT, c'est-à-dire la version virtuelle de ce sac de luxe pour jouer toute une expérience dans le multivers. Alors, on est un peu dans la science-fiction, mais ça se développe un peu aujourd'hui. Tout ça, finalement, c'est lié à de la donnée produit. C'est-à-dire qu'il y a le produit en lui-même, comment on le décrit, les dimensions, la couleur, la matière, etc. Il y a toutes les informations qui vont autour de ce produit. Typiquement... on parlait du luxe, alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble dans le monde du luxe, mais il y a un Eco-Beauty Score qui vient d'être créé. Donc il va permettre aux clients, quand ils se retrouvent devant la fiche produit, de voir la note finalement du produit qui englobe effectivement le fait que ce soit des produits naturels, qu'ils aient été fabriqués dans de bonnes conditions, etc. Et on va avoir une note de A à D, comme on peut l'avoir dans le Nutri-Score, mais cette fois-ci pour les produits de cosmétiques. Voilà, c'est des tendances de fond. D'accord. Cette information, qui est une information importante, qui impacte directement la sustainability, doit bien être stockée et transiter quelque part. Akeneo est un outil qui nous permet de stocker ça. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que la solution évolue aussi par rapport aux évolutions des attentes clients, aux évolutions de la législation. On parlait tout à l'heure du sourcing, on sait que la France est en train de légiférer et au niveau européen, les législations vont évoluer avec l'obligation pour les distributeurs effectivement de présenter la source, la provenance des produits. Et quand on a un produit manufacturé qui contient 3-4 matières différentes de 3-4 provenances, on va théoriquement devoir aller jusqu'à dire au client « Votre sac, le cuir vient de tel pays, a été fabriqué dans telles conditions, le métal vient de... » C'est énormément d'informations finalement sur un seul produit à la base. Il va falloir le stocker, l'organiser cette information, l'alimenter, la tenir à jour quand la législation évolue. Tant qu'on n'a pas d'outils qui permettent de faire ça facilement, c'est très compliqué. Et justement, les outils type PIM comme Akeneo permettent aux équipes marketing, sans devoir lancer le développement, de mettre à jour rapidement ce genre d'informations. Là où finalement on insiste, c'est le fait que c'est pas gravé dans le marbre et c'est des choses qui évoluent. Donc c'est un peu le conseil qu'on donne à nos clients. C'est
prenez une organisation, une anticipation de vos besoins et donc des outils qui vous permettent cette flexibilité, cette évolutivité qui est forcément nécessaire et quotidienne. J'allais venir un peu sur le sujet. Là, vous parlez de grosses marques, peut-être de marques de luxe, mais pour des sites un peu plus petits, voilà, des commerçants plus petits, est-ce que vous le conseillerez justement de déjà anticiper ou c'est peut-être pas encore tout de suite maintenant, voilà. Alors, je sais pas si on peut définir... Le cadre n'est pas facile, peut-être une marque enfin, plus modeste, mais là je voulais citer Back Market, qui est quand même un acteur majeur et très important, et commence à être très important sur le marché. Je pense qu'elle illustre deux choses. Le fait qu'on a des acteurs spécialisés de la seconde main aujourd'hui dans des produits très techniques qui a priori n'étaient pas faciles à refactorer, ça montre également la nécessaire confiance et l'élément confiance que doit avoir le client dans le produit qu'il va acheter. Tu parlais de NFT, bien sûr que Back Market va pas pouvoir mettre un NFT sur l'ensemble des smartphones ou produits technologiques qu'il va revendre. En tout cas, c'est un enjeu de coût pour le moment. Et il y a un élément de confiance qui est à retranscrire dans l'information qu'on donne au client, dans l'expérience produit que le client va avoir. Et donc le fameux grade que l'on va avoir sur la réparabilité, sur la qualité finalement du produit par rapport au fait qu'il soit en mode seconde main. Donc ça, on le gère également via nos solutions. Ça apporte de la confiance que les clients doivent avoir et qui sont générées par l'expérience de marque que vous donnez. Voilà. En complément, et j'aime beaucoup la question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des petits, est-ce que ça vaut le coup pour les petits? J'ai envie de dire ça vaut encore plus le coup pour les petits. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Si on prend un exemple, je pense qu'il va parler à tout le monde, c'est Amazon, qui est une marketplace, on appelle ça une place de marché, marketplace, c'est le terme défini. Si je ne dis pas de bêtises, en France, plus de 70% de l'offre que vous avez trouvée sur Amazon vient alors je ne vais peut-être pas dire de producteurs français, mais en tout cas d'entreprises françaises. Et justement, pour une toute petite entreprise qui est sur un marché de niche, elle peut effectivement avoir son propre site e-commerce pour vendre en direct. Son intérêt, ça va être justement de se faire distribuer par des marketplaces et pas de façon exhaustive. Pour pouvoir présenter son produit avec justement toutes les informations qui vont donner de la crédibilité à son produit. Quand je parle de produits de niche, on peut imaginer des produits cosmétiques bio. Voilà, je connais un acteur dans le nord de la France qui fait de l'import sur un marché de niche vraiment très précis. Il vend en propre. Maintenant, la question, c'est est-ce que je vais passer sur la marketplace? Oui, la condition sine qua non, c'est que je puisse remonter à la marketplace toutes les données, donc structurer quel est le titre de mon produit, quelle est la composition, quel est le contenant, est-ce qu'il y a des liens avec des produits complémentaires, c'est-à-dire les liaisons qu'il peut avoir entre les produits, etc. Donc, j'ai envie de dire, c'est quasiment pour moi, en tout cas dans les conseils que je livre à mes clients, la première brique. Structurez bien votre donnée produit pour vous-même, mais aussi pour pouvoir la vendre et la distribuer au travers des marketplaces beaucoup plus facilement. Sans ça, c'est extrêmement compliqué. D'accord. Bon, vas-y, tu voulais compléter. Ça devient un avantage concurrentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ressortir de la masse de ce qu'on appelle les référencements produits liés aux technologies Google, la donnée produit dont on dispose et dans laquelle on investit est un élément concurrentiel. Et si on est effectivement plus petit qu'une certaine masse, surinvestir sur cette expérience produit est un bon moyen de ressortir du lot, notamment sur les canaux digitaux. Voilà. En tout cas, on continue sur le Green Dilemma. Voilà, si vous continuez de nous regarder, nous sommes avec deux marques, Akeneo et Capgemini. On a parlé donc de la seconde main, on a parlé du détail, de la provenance. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que l'on peut évoquer encore là dans ce Green Dilemma? Qu'est-ce qu'on peut encore évoquer d'autre? C'est tout ce qui va finalement, tout ce qui va contribuer alors on a parlé des retours, mais on peut parler également des produits complémentaires. Alors dans le prêt-à-porter, de se dire effectivement, je suis en train de regarder une fiche produit d'une veste, et je vais acheter cette veste, et puis peut-être que 2-3 jours après, je vais me dire, tiens, c'est dommage, j'aurais dû prendre le pantalon qui va avec. Ce qui va faire 2 commandes, ce qui va faire 2 livraisons. Si la marque, au moment où je consultais la veste, pouvait me proposer le pantalon qui allait bien avec, on va dire éventuellement une petite offre qui pouvait accélérer finalement ma décision d'achat, j'aurais acheté d'emblée l'ensemble et je n'aurais pas eu 2 livraisons, etc. Donc c'est aussi dans la relation, c'est pour ça qu'on disait que finalement le sustainability ne va pas passer que par de la techno. Moi je suis assez convaincu par ce qu'on appelle l'UX, User Experience, c'est vraiment l'expérience utilisateur, les parcours qu'on va proposer à nos clients. Et là c'est un bon exemple, c'est-à-dire que pour faire la liaison entre les 2 produits,
Vous imaginez bien, quand on a un catalogue de plusieurs centaines de milliers de références, il n'y a pas quelqu'un qui fait des liaisons à la mano entre ce produit-là va bien avec celui-ci. On va exploiter des données, on revient toujours à cette logique de données produits qui sont exposées par le PIM, donc par la solution Akeneo. Donc si on veut pouvoir automatiser ce type de règle, de se dire attention, attention, si le client regarde ce produit-là, je vais prendre un autre exemple qui va être beaucoup plus parlant, quand j'achète une imprimante, il y a de grandes chances que j'ai besoin de consommables. Exactement. Ouais, et pourquoi pas justement proposer, puisqu'on sait pertinemment que à M plus 2 plus 3 de l'utilisation de l'achat de l'imprimante, on va avoir besoin de consommables. Pourquoi pas les proposer d'emblée lors de la première commande. Mais simplement pour le faire de façon automatisée, intelligente, sans qu'il y ait un humain qui fasse ces liaisons, il faut des outils qui fassent ces liaisons automatiques et ces recommandations. Il y a un peu d'intelligence artificielle, mais tout ça n'est rien si on n'a pas exposé les données produits permettant de se dire « Ah, il y a un lien fort entre ce produit qui est une imprimante et ce produit qui est le consommable ». Et tant que faire se peut, je vais proposer le consommable qui est bien adapté à mon imprimante. Et on a tous cherché des consommables pour nos imprimantes. On sait à quel point ça peut être compliqué, surtout quand on est dans les sous-marques, d'avoir les référentiels. Voilà, un PIM sert strictement à ça, de se dire, j'expose des attributs qui me permettent de dire ça matche complètement. Donc tu proposes le blazer avec le pantalon qui va avec. C'est ça, le fait de constituer un bundle, c'est concrètement des quick wins qu'on a sur ce type de solution. Et bon, je rebondis, j'essaie de dire en quoi Capgemini nous aide aussi sur ces aspects-là. C'est qu'aujourd'hui, on constate que les organisations avec lesquelles on travaille ont cette stratégie long terme au niveau de faire davantage dans la sustainability parce qu'ils sont convaincus de tout ce qu'on vient de dire. Ce qu'il est compliqué de faire, c'est d'aligner toutes les équipes métiers, l'ensemble des canaux de distribution des acteurs pour lesquels on travaille sur cette approche-là. C'est-à-dire que très souvent, les organisations opèrent en silo. On a d'un côté ceux qui travaillent avec le hors-ligne, ce qu'on appelle le brick and mortar classique. On a ceux qui travaillent plutôt vers le e-commerce, ceux qui sont en charge des canaux de distribution liés au social. Chacun travaille dans son coin et il n'y a pas un alignement naturel avec les acteurs avec qui on travaille. Et c'est là où on a besoin d'acteurs comme Capgemini qui sont très bons dans l'organisation des projets, l'alignement de la stratégie métier et de s'assurer que c'est implémenté concrètement dans des outils comme Akeneo pour qu'in fine l'expérience produit, on reboucle, produise finalement la stratégie de développement durable qu'on a définie d'un point de vue corporate. Voilà. Tu as complètement raison, je me permets d'inciter parce que c'est tellement vrai, c'est-à-dire que souvent les clients pensent qu'il y a cet effet magique, j'installe le bon outil et puis ça fera le job, et pas du tout. Pas du tout, on se rend bien compte que c'est un moyen d'accélérer, mais comme tu le disais, le prérequis, c'est l'organisation. C'est-à-dire que dans une entreprise, effectivement, avant de mettre en place une solution PIM comme Akeneo, quel était l'avant, et du coup, il y avait une certaine organisation, effectivement, avec une chaîne de valeur, un enchaînement, Paul fait ceci, et ensuite Janine fait cela, etc. Quand on arrive avec ce genre de projet, on ne peut pas juste arriver avec un outil, on doit, au préalable, comprendre tout le process, le challenger un peu en se disant mais pourquoi vous écrivez 2 fois la même information, il y a peut-être moyen de regrouper et d'éviter une étape, pour se poser la question de ok, quand on mettra en place l'outil, tout le monde sera au clair sur comment l'utiliser. Ne pas faire ça, et pour le coup, il y a très longtemps, j'ai vécu des projets où c'était pas le cas, où on mettait juste en place l'outil, ça ne marche pas, ça génère pas de performance. Et donc, ce qui est important, et tu fais bien de le dire, finalement, c'est ce qui est en amont, c'est d'anticiper les impacts en termes d'organisation chez nos clients. Qu'est-ce que vous allez devoir changer pour améliorer, C'est pas pour mettre des gens au chômage, bien au contraire, c'est pour qu'ils puissent se concentrer sur les actions sur lesquelles ils ont vraiment de la valeur ajoutée, et que l'outil puisse gérer tout ce qui est automatisable. Ça, c'est le premier point. On les accompagne, bien sûr, en termes de conseils au préalable. Et moi, c'est une grosse partie de mon job au quotidien, justement, c'est de bien comprendre l'organisation et de mettre le doigt sur, OK, là, on peut optimiser cette étape-ci, et celle-ci, on peut la faire sauter, et celle-ci va pouvoir complètement disparaître grâce à l'outil qu'on va mettre en place. Et ensuite, une fois que l'outil est en place, c'est comment on le paramètre. C'est un logiciel dans lequel, effectivement, on remonte des données en automatique, mais comment on va le structurer, comment on va gérer les traductions, comment on va gérer les adaptations. Je donne un exemple très, très concret, tu parlais de Google tout à l'heure, qui est de se dire, alors ça peut-être pas parler à tout le monde, mais bien souvent, malheureusement, dans le PIM, on saisit le titre et le descriptif du produit qu'on va vouloir distribuer. Et c'est plutôt des directions produits qui vont faire ça, donc en ayant une approche quand même, une problématique un peu particulière. Et en bout de chaîne, juste avant la publication du site web, il y a une autre équipe plutôt marketing, qui va se dire « Oulala, pour que ce produit remonte dans les premiers résultats de Google, il va falloir que je change le titre et que je change le descriptif, parce que je dois utiliser certains mots-clés, mais sinon il ne remontera pas. » On se dit « Pourquoi pas l'avoir fait dès le début, ça ?»
Oui, non, clairement. On va payer 2 personnes pour faire 2 fois le job. C'est typiquement le genre, donc c'est pour ça que l'organisation, l'anticipation de ce qu'on appelle le change management, la gouvernance, bref, l'organisation des hommes, et ensuite d'optimiser les process pour les adapter complètement à l'organisation et pas à l'outil. L'outil n'est qu'un moyen. Ça fait partie du quotidien du boulot de Capgemini. Au-delà effectivement de l'implémentation technique, de brancher les câbles, qui reste une partie importante de notre métier, mais de plus en plus, l'amont et l'aval sont extrêmement importants pour nous. Alors là, tout ce qu'on a évoqué, bon, on est en plein dedans, c'est aussi le futur aussi, évidemment, puisque on n'arrête pas d'en parler. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin et nous dire comment vous voyez les choses dans quelques années, qu'est-ce qui va changer complètement? Alors, comme je l'ai dit, on a peut-être mis déjà le doigt dessus, avec le référencement, enfin de dire d'où vient le produit, où est-ce qu'il a été fabriqué, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en tant qu'experts tous les deux, que vous voyez arriver, que vous conseillez aux e-commerçants, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Je pense que ce qu'on voit arriver, et tous les e-commerçants qui sont matures sur leur sujet le savent, c'est les lois en fait qui vont arriver. Là, on est dans l'anticipation de ces lois-là parce qu'on voit une opportunité business et d'être aligné avec les attentes des consommateurs, mais les lois vont arriver très vite. C'est-à-dire que les lois, par exemple AGEC, qui doivent définir le taux de réparabilité des produits dans le blanc, dans les composants techniques, dans les smartphones, très vite, ces lois-là vont être implémentées, vont être imposées aux distributeurs et aux marques qui vont vendre sur le territoire européen et français. Encore une fois, une solution comme Akaneo va être un moyen de s'assurer que les produits que l'on vend en ligne disposent des informations nécessaires pour être j'allais dire compliant, mais respectueux de la loi, de la loi AGEC en l'occurrence, qui va définir 4-5 grands critères autour de la réparabilité, la réutilisabilité des produits, etc., etc. Donc c'est un fait, ce sont des lois qui arrivent. Dans le domaine du e-commerce, certains pays réfléchissent à la mise en place de lois sur les retours pour interdire ou restreindre le nombre de produits que l'on peut commander en parallèle, d'éviter le syndrome allemand que l'on connaît bien dans notre domaine, qui est de commander 4 tailles autour de la sienne. Aujourd'hui, on a des solutions qui permettent, au travers des solutions PIM, d'avoir les bonnes tailles, d'avoir les bonnes références. Il n'y a pas de raison de continuer à faire ça, et donc ces lois-là arrivent et vont être beaucoup plus contraignantes que ne le sont. Donc anticiper l'arrivée de ces lois-là pour que ça constitue un avantage compétitif avant que ce soit plutôt une contrainte légale, ce qui est toujours un peu moins valorisant. Voilà. Et du coup, ce que tu dis, effectivement, ça va avoir un impact important sur, et on le voit déjà arriver dans plein de secteurs d'activité, sur la pièce détachée. Puisque l'article doit être réparable, il faut que effectivement, les acteurs puissent proposer les pièces détachées qui permettent de réparer ces articles. On parlait tout à l'heure des pièces automobiles, c'est pas simple de trouver la pièce auto qui correspond exactement à mon modèle. Vous imaginez bien que pour des pièces détachées, c'est encore plus difficile et donc encore plus nécessaire finalement de structurer la donnée pour s'assurer de la bonne compatibilité entre les pièces. Donc ça, c'est une vraie problématique. Ouais. Super exemple, je me permets d'interrompre, mais on travaille avec un acteur qu'on peut malheureusement pas citer, mais qui en gros distribue tout ce qui est composants électriques dans votre maison, les interrupteurs, tout ce qui est électrique dans une maison. Éminemment un sujet très orienté, ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire eux, ils vendent eux-mêmes à des installateurs. Ces installateurs n'ont pas forcément besoin d'une expérience client-produit qui soit très orientée autour de la sustainability. Néanmoins, ils en sont conscients et ont jugé qu'il y avait un avantage concurrentiel à investir dans une solution, en l'occurrence Akaneo, qui était capable de centraliser, de gérer la teneur en carbone pour produire un composant et n'importe lequel. Donc ils sont rentrés vraiment dans cette démarche de se dire, demain, si je suis capable de donner la teneur en carbone pour produire un composant électronique, ça constitue un élément concurrentiel, un avantage compétitif. J'investis là-dedans et je deviens leader du marché aussi par ce biais-là, parce que je suis capable de le tracer et demain de dire tel composant est meilleur, proposer une alternative entre deux produits qui sont à teneur en carbone plus ou moins importante. Parce qu'au-delà d'informer, il faut aussi de proposer une solution Exactement. derrière. Il y a beaucoup de cas d'usage qu'on peut imaginer derrière une fois qu'on a géré la complexité de la gestion de la donnée autour de la teneur en carbone d'un produit. Il y a énormément de cas d'usage, dont le remplacement d'un produit par un autre, etc. Donc après, on peut combiner avec la réparabilité d'un produit versus sa teneur en carbone. Enfin, on peut imaginer beaucoup de combinatoires dans ces
dans ces verticaux métiers-là qui sont très intéressants et qui ne sont pas très digitalisés aujourd'hui parce que historiquement très orientés, j'achète sur un catalogue papier, très traditionnel dans leur démarche d'achat, mais les clients, in fine, veulent ça. Voilà. C'est des vrais critères de choix, effectivement. Nous, on accompagne beaucoup nos clients. Effectivement, on parlait de parcours tout à l'heure. C'est dans la continuité. Qu'est-ce qui fait qu'un client va choisir tel produit plutôt que tel autre il y a 20 ans, au début du e-commerce, je pense qu'il n'y avait pas de surprise, c'était le prix. Et donc, finalement, à deux produits équivalents, j'allais, même référence, deux acteurs, deux distributeurs différents, je vais sur celui qui vend le moins cher. C'était le premier réflexe. Et ensuite est arrivé ce qu'on a appelé pendant un temps le social shopping, c'est-à-dire le fait de voir les avis des clients qui avaient utilisé ce même produit. Et donc, ces petites étoiles jaunes qu'on voyait dans les catalogues, et de se dire, oui, effectivement, si j'ai le choix entre deux produits qui sont identiques et finalement qu'est-ce qui va faire la différence, peut-être le retour d'expérience de la part des clients qui ont été convaincus. Et là on arrive dans une nouvelle dimension, une nouvelle époque où ces deux premiers critères sont importants, le prix et l'avis des autres, mais effectivement la sustainability du produit final va être un vrai critère de choix. À prix égal, à fonctionnalité égale, j'ai le choix entre un produit green et un produit qui ne l'est pas, je vais avoir tendance à maximiser le produit green. Encore faut-il remonter l'information me permettant de dire de façon certaine que ce produit est bien green. Et pour aller plus loin dans ce qu'on voit dans l'avenir, c'est finalement ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a un terme qui remonte de plus en plus, qui est un peu à la mode, et il y a beaucoup de buzzwords qui sont à la mode chez nous et qui ne durent pas très longtemps, mais celui-là, pour le coup, je l'apprécie, c'est ce qu'on appelle le content supply chain. Finalement, c'est l'ensemble des éléments qui vont me permettre de valoriser, présenter mon produit. Pour la faire simple, c'est le titre, le descriptif, la fiche technique du produit, la photo, les vidéos qui me permettent de bien comprendre comment utiliser cet article. Tout ça, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle le content. Je reprends mon exemple de prêt-à-porter. Avant, on avait un designer qui créait l'article, donc il en faisait un sketch qu'il faisait produire, en général assez loin. On faisait un échantillon, ce prototype, ce modèle revenait en Europe, on l'essayait, on faisait les réajustements, on le renvoyait en production, et une fois que c'était en production, il revenait, et moi j'étais dans ce rôle-là où on organisait les shootings photos pour pouvoir vendre cet article-là sur le web. Bon an, mal an, ça prenait entre 4 et 6 mois, tout ce que je viens de vous décrire. Aujourd'hui, la nouvelle tendance, c'est de se dire, mais pourquoi s'embêter finalement ? À partir du moment où j'ai le sketch, je vais pouvoir générer une version, un avatar, une version informatique de mon produit, je vais appliquer des textures qui sont très très précises. Au final, je vais en quelques heures, quelques jours, avoir un rendu très précis de votre veste, avec la même texture, exactement la même couleur, les mêmes niveaux de détails, puisqu'on viendra d'un sketch, sans avoir dû passer par le process de, etc., les allers-retours. Alors, vous imaginez en termes de budget, en termes de timing et en termes effectivement de sustainability, c'est-à-dire de ne pas faire 3 allers-retours au produit pour pouvoir le prendre en photo et ensuite le distribuer. La contrepartie, c'est qu'on se dit, oui, mais alors du coup, on va plus fabriquer le prototype, il n'y aura plus de photographes. C'est des métiers qui vont être amenés de toute manière à évoluer. Et j'ai même allé plus loin, là, alors, on pourra avoir l'impression que c'est de la science-fiction, mais on a déjà des cas d'usage de ce type-là, c'est qu'au-delà de ne plus prendre en photo l'article, mais le générer, on va dire, en 3D, c'est de le mettre en ambiance également en 3D. Et avec des solutions, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de mid-journée, qui est de dire, je suis fabricant de rouge à lèvres, je vais générer la photo de mon rouge à lèvres sans l'avoir pris en photo, sans même l'avoir fabriqué, et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que je vais demander à un outil de me générer une photo avec une mannequin qui s'applique le rouge à lèvres devant un miroir dans une salle de bain de telle ambiance et plutôt dans tel pays, sans avoir à faire le moindre déplacement, sans avoir à prendre, etc. Et tout ça finalement en quelques jours. C'est une vraie révolution, qui peut faire un peu peur, et j'en suis conscient, donc il faut qu'on le suive, mais c'est la vraie tendance de demain. Et du coup, on arrive dans ce côté, si on pousse à l'extrême, cette virtualisation des articles. Tu parlais de l'acteur tout à l'heure avec lequel vous travaillez, avec lequel on travaille également, sur tout ce qui est interrupteur, domotique, etc. Ils sont déjà dans cette logique-là, qui est de dire... mon lampadaire d'extérieur à installer dans le jardin, quand on est devant le magasin, c'est compliqué de se dire est-ce qu'il va bien rentrer dans mon jardin à côté du petit mur. Et bien aujourd'hui, ils ont numérisé l'ensemble de ces articles-là, ce qui veut dire qu'avec votre téléphone, c'est déjà possible aujourd'hui, vous allez dans votre jardin, vous allez sur la fiche produit et vous allez en ce qu'on appelle en réalité augmentée pouvoir voir ce que ça va rendre dans l'emplacement précis que vous aurez indiqué à votre smartphone. Et là où ça devient vraiment bluffant, c'est quand vous approchez, vous avez le détail de texture, vous avez le détail des reflets de la lumière, de niveau de brillance, est-ce que c'est plutôt satin, est-ce que c'est plutôt mat. C'est assez bluffant. Et donc du coup, le fait de pouvoir proposer ça, j'ai pu aller dans le magasin, prendre l'article, revenir à la maison, l'installer, me rendre compte que ça va pas, le ramener au magasin, demander un échange, etc. Ça évite le taux de retour, par exemple, qui va... Ouais, notamment. Ouais.
Donc ça, c'est un peu l'avenir qui nous fait, on l'apprend avec plus ou moins de sérénité, parce que ça va avoir beaucoup d'impact à notre niveau, au niveau des acteurs historiques, comme les photographes, comme les mannequins, etc. Et de se poser la question, finalement, comment on va organiser tout ça pour l'avenir. Donc c'est exactement des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui avec nos clients. D'accord. Il faut comprendre que on est au stade où était l'industrie il y a une cinquantaine d'années, où les fournisseurs de composants et les marques comme Renault se sont beaucoup rapprochés pour mettre en place une supply chain intégrée dans l'expérience, dans le content, dans le contenu, dans l'information liée au produit. On en est à ce stade, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un certain niveau de maturité, les marques d'un côté et les distributeurs de l'autre. La communication et le fait de s'imbriquer sur tous les exemples produits qu'on citait, ça reste un challenge et un enjeu pour les années qui viennent. Comment bien transférer l'information d'un fournisseur à un distributeur, et c'est des informations qui vont être demandées aux distributeurs, de savoir juger de la teneur en carbone d'un produit, et qui d'autre que les fournisseurs devront leur fournir. Et ça va devenir des exigences de plus en plus. Effectivement, on parlait tout à l'heure des petits acteurs français qui avaient la possibilité de vendre sur les marketplaces comme Amazon, comme Cdiscount, etc. Maintenant, on n'y va pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'elles doivent montrer patte blanche avant d'y aller. Effectivement, tous ces prérequis vont être de plus en plus lourds, comme le disait Tanguy. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vendre sur notre plateforme tant que vous ne nous aurez pas démontré que vous avez le bon label, que vous avez les bonnes informations, que la pièce est réparable, etc. Donc, démontrez-le nous en nous remontant les bonnes informations produits. Pour le faire, ils ont besoin d'un outil effectivement du type PIM. Bah écoutez messieurs, le sujet donc c'était le Green Dilemma, comment les entreprises peuvent y répondre, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que vous vouliez rajouter des choses? On aurait pu y passer encore des heures. Mais... Je pense que c'est infini le sujet. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'en 7 ans, on a vu un changement énorme. C'est-à-dire que c'était un good to have il y a encore 2 ans, ça devient un must have aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des acteurs comme Gucci par exemple qui investissent dans une technologie et dans un programme comme la mise en place d'une solution Akeneo dans le but premier et fondamental de gérer l'information liée au développement durable liée à leurs produits. C'est le cas d'usage numéro 1. Ça, c'est une révolution. Très peu d'acteurs, il y a encore 2 ans, pensaient qu'on pouvait le faire, avaient défini ça comme stratégie a fortiori. Mais là, c'est vraiment le changement qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit des acteurs qui viennent nous voir en priorité pour implémenter une stratégie de développement durable autour de leurs produits. Ça accélère effectivement avec l'objectif d'avoir, on va dire, un neutral carbone à 2050. Je pense que quasiment toutes les entreprises, et ça revient au sujet de ton introduction, le RSE, c'est que toutes les entreprises ont ça dans leur projet interne. Et avec l'objectif de 2050, il faut qu'on atteigne ce résultat qu'on s'est fixé en entreprise par tous les moyens. Effectivement, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. La donnée produit est un des premiers leviers pour atteindre ces objectifs. Donc c'est passionnant pour nous parce qu'effectivement tout s'accélère et d'une marque à l'autre, d'une typologie de produit à l'autre, c'est pas les mêmes recommandations qu'on va pouvoir pousser. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant pour des entreprises comme Capgemini et tout le conseil qu'on va pouvoir leur apporter. Ce que je peux traduire dans ce que vous dites, c'est que c'est pas un effet de mode, c'est que on parle vraiment d'écologie et on y va à fond quoi, dans vos domaines en tout cas. Oui, complètement. Ouais, c'est pas du marketing, c'est pas du greenwashing, parce qu'encore une fois, c'est le client final qui va pouvoir trancher. Je pense qu'il faut vraiment se projeter sur cet exemple-là. Demain, vous clients, vous aurez sur un même site 2 produits qui répondent exactement à vos produits qui sont dans le même budget. L'un montrant une bonne note green, l'autre pas. Qu'est-ce que vous allez choisir? Pour notre génération, peut-être qu'on aura l'hésitation. Je sais que pour la génération de mes enfants, l'hésitation ne sera pas là du tout. Effectivement, ce sera un vrai avantage concurrentiel de pouvoir démontrer que ce produit est green et qu'il a été fait dans de bonnes conditions, etc. Donc on contribue, et c'est aussi un peu la fierté, je pense, qu'on peut avoir sur les projets sur lesquels on travaille avec nos clients, c'est de pouvoir contribuer justement à cette vraie tendance de fond qui n'est pas un effet de mode, non. Très bien. On arrive au bout de l'émission. Merci beaucoup Nuno Mendes d'avoir été avec moi et Tanguy Mariadec. Merci beaucoup à vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un sujet qu'on n'avait pas fait encore, en tout cas pas autant poussé. Donc il est vraiment intéressant et n'hésitez pas à mettre votre retour, à mettre un commentaire ou tout simplement à liker la vidéo si vous avez apprécié ce débat. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. À bientôt.